Essayons d'imaginer un instant. Un monde sans chevaux. Franchement, c'est quasi impossible. Pas de conquête éclair, pas de commerce au long cours, pas d'exploration de nouveaux mondes. Pendant des milliers d'années, c'est simple, le destin de l'humanité a galopé au rythme des chevaux. C'est une alliance qui a absolument tout changé. Et aujourd'hui, cette alliance est en pleine réinvention. Franchement, cette phrase d'Hernán Cortés, elle dit tout. Après Dieu, c'est à nos chevaux que nous devons la victoire. C'est puissant, non? Le cheval, ce n'était pas juste un animal, c'était une véritable arme, un instrument de pouvoir, un avantage tellement décisif qu'il pouvait faire tomber des empires. Rien que ça. Sa puissance était placée juste après celle des dieux. Mais attention, ce serait une erreur de le voir uniquement comme une arme de guerre. Son rôle a été tellement plus vaste. Pensez-y, le progrès, l'exploration, le commerce. Pendant des millénaires, littéralement toute l'histoire de notre civilisation s'est écrite à dos de cheval. Et alors là, son histoire, c'est une véritable épopée. Il faut savoir un truc assez fou, le cheval est né en Amérique du Nord il y a 55 millions d'années. Mais, paradoxalement, il a complètement disparu de son continent d'origine. Heureusement, il a survécu en Asie, où il a été domestiqué, avant de conquérir l'Ancien Monde. Alors son retour en Amérique en 1519, ce n'est pas juste une petite anecdote, non. C'est un tournant majeur de l'histoire. Et quel tournant! Imaginez la scène, les 16 chevaux de Cortés y débarquent au Mexique. C'est une onde de choc. Pour les Aztèques, qui n'en avaient jamais vu, c'était terrifiant. Des créatures étranges, mi-homme, mi-bête. L'impact psychologique a été aussi puissant que l'avantage militaire. Et c'est ça en partie qui a été décisif dans la chute de leur empire. Bien sûr, cette puissance militaire du cheval, ce n'était pas juste une histoire américaine, loin de là. En Europe, la cavalerie, c'était la reine des batailles. Mais voilà le truc. Pour les empires, maintenir cette force de frappe, c'était un défi logistique et stratégique absolument colossal. La grande question, c'était comment on fait pour produire et entretenir des milliers de ces armes vivantes? La question était donc simple en apparence, mais en réalité, elle était cruciale. Comment obtenir le cheval de guerre parfait? Il fallait qu'il soit fort, endurant, docile et surtout qu'on puisse en avoir des milliers. C'est devenu une véritable obsession stratégique pour toutes les grandes puissances de l'époque. Et croyez-moi, ce n'était pas une mince affaire. Les nations européennes se sont heurtées à d'énormes difficultés. D'abord, il fallait définir le portrait robot du cheval idéal. Ensuite, il fallait réussir à en produire en masse, alors que les méthodes d'élevage locales étaient, disons, pas toujours au top. Et je ne parle même pas des coûts, qui étaient exorbitants. Bref, gérer la cavalerie, c'était un vrai casse-tête national. Mais l'histoire du cheval en Amérique, ce n'est pas que l'histoire de la conquête. Il y a une autre facette fascinante. Pour les peuples amérindiens des plaines, la rencontre avec les Mustangs, ces descendants des chevaux espagnols, ça n'a pas du tout été une défaite. Au contraire, ça a été une révolution. Ils sont devenus des cavaliers de légende et le cheval a littéralement redéfini toute leur culture, de A à Z. Et cette citation, elle est incroyable, elle révèle tout de leur relation. Ce n'était pas un rapport de domination, non, c'était un lien de parenté. Le cheval était considéré comme un membre de la famille, un vrai partenaire. Et c'est cette empathie, ce respect mutuel qui a fait d'eux des cavaliers aussi exceptionnels. Dans l'Ouest américain, une autre légende est née, le duo iconique du cow-boy et de son cheval. Pour manœuvrer des troupeaux immenses sur des terrains difficiles, il ne fallait pas n'importe quel cheval, il en fallait un bien spécial. Et ce cheval, c'était le Quarter Horse. Une race robuste, super intelligente, avec ce qu'on appelle le sens du bétail, comme s'il comprenait d'instinct ce qu'il fallait faire. À ce moment-là, le cheval est vraiment le moteur du progrès américain. Et le summum de cette époque, son apogée, c'est le fameux Pony Express, un service postal mythique, héroïque même, avec des cavaliers qui traversaient le pays à une vitesse hallucinante pour l'époque. C'était un peu le chant du cygne de la puissance du cheval, son dernier grand moment de gloire avant que tout bascule. Et c'est là qu'on touche à l'ironie un peu tragique de cette histoire. Tout le progrès que le cheval a aidé à construire, les chemins de fer, les usines, l'industrie, a finalement créé son propre remplaçant, le moteur. Et petit à petit, la machine a commencé à prendre la place du muscle. Alors ça nous amène à une question essentielle. Si on n'a plus besoin de sa force physique, de ses muscles, quelle est la place du cheval dans notre monde moderne? Son rôle a dû être complètement repensé. On entre alors dans une toute nouvelle ère pour le cheval. La relation homme-cheval se réinvente. Fini l'outil de travail, bonjour le partenaire de loisirs, de sport, le compagnon. Et ça change tout pour nous. Notre rôle n'est plus celui d'un utilisateur, mais celui d'un gardien. Et au cœur de ce nouveau pacte, il y a une notion clé, la responsabilité. Et cette responsabilité, elle tourne autour d'un concept central, le bien-être. Alors le bien-être,
Qu'est-ce que c'est concrètement? La définition scientifique est assez claire. C'est un état mental et physique qui doit être positif et qui est directement lié à la satisfaction de ses besoins, de ses attentes. C'est bien plus que juste l'absence de souffrance. C'est vraiment la recherche active d'un état positif. Et pour guider cette responsabilité, il existe un cadre reconnu dans le monde entier, les 5 libertés fondamentales. L'idée, c'est de garantir que l'animal, 1, ne souffre ni de faim ni de soif. 2, qu'il y ait un confort suffisant. 3, qu'il soit protégé de la douleur et des maladies. 4, qu'il puisse exprimer les comportements qui sont naturels pour son espèce. Et 5, enfin, qu'il ne vive pas dans la peur ou la détresse. C'est vraiment la base de toute approche moderne. En France, par exemple, une charte est venue traduire ces grands principes en actions très concrètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une alimentation et de l'eau toujours adaptées, un environnement de vie sûr et qui permet les contacts sociaux, c'est super important pour eux. Ça veut dire aussi une relation de confiance avec l'humain, des soins réguliers et même l'assurance d'une fin de vie digne. Quand on y pense, le chemin parcouru est immense. D'une machine de guerre à un partenaire de travail, pour devenir aujourd'hui un compagnon de sport et de loisirs. La relation a complètement basculé. On est passé d'un besoin purement utilitaire à un partenariat qui, idéalement, est basé sur le respect et le soin. Et tout ça, ça nous laisse avec une réflexion finale. Autrefois, c'est notre monde qui s'est construit grâce à eux. Notre survie, notre développement, tout dépendait d'eux. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. C'est leur bien-être qui dépend entièrement de nous. La grande question, maintenant, c'est de savoir quel prochain chapitre on va bien pouvoir écrire ensemble dans cette histoire commune.